Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Immo, édition spéciale depuis le Forum des projets urbains qui fête sa 25e édition ici à la Porte Maillot. On va s'intéresser à la Guyane, comment la Guyane poursuit son développement sur son territoire, notamment grâce à un jumeau numérique, c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. On va parler également régénération urbaine en direction Noisy-le-Grand, le pôle Mont d'Est en pleine transformation. Et enfin, on terminera avec le rôle de l'ANRU dans cette régénération urbaine. Smart Immo spécial Forum des projets urbains, c'est parti. Et dans Smart Immo, tout de suite, on part du côté de la Guyane. On va s'intéresser aux projets fonciers, peut-être parmi les plus importants voilà, sur notre territoire. Pour cela, on est ravi d'accueillir Denis Giroux. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane, l'EPFAG. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Stéphane Gourgou. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qu'on retrouve Stéphane, cofondateur de Bionatix. Bionatix en deux mots, Stéphane. Bionatix est une société d'ingénieurs qui est spécialisée depuis une vingtaine d'années dans le développement de solutions de maquettes numériques. Oui. Avec une particularité, c'est vraiment l'échelle des territoires, donc l'échelle urbaine, et plus particulièrement, on travaille donc avec les opérations d'aménagement de l'EPFAG dont on va parler aujourd'hui. Alors justement, on va s'intéresser à ce jumeau numérique du territoire dans quelques instants, mais tout d'abord, Denis Giroux, est-ce que vous pouvez nous présenter votre territoire? On sait qu'il est vaste, on sait qu'il est même immense, mais qu'il est très loin. Présentez-nous votre territoire. Alors, la Guyane est le seul département d'outre-mer qui n'est pas une île. Oui. Donc c'est un morceau d'Amazonie sur le nord de l'Amérique du Sud. Ça fait 84 000 km², donc c'est grand à peu près comme la Nouvelle-Aquitaine ou le Portugal, oui, à peu près. Et c'est couvert à 95% de forêt tropicale, la jungle, donc l'Amazonie. Et sur ce territoire, donc il y a des faibles parties urbanisées. Mais pour autant, sur ces parties-là, la population augmente très vite. Elle double tous les 20 ans. Elle a augmenté bien plus vite que sur tout le territoire national. Il y avait peut-être 70 000 personnes dans les années 70, on a 350. Mais sur en gros, la même zone urbanisable, donc ça pose des vrais sujets, des vrais soucis d'organisation. Ouais, et d'urbanisation notamment, un retard énorme du côté démographique, avec une poussée, vous l'avez dit, alors qu'on construit très peu par rapport aux besoins. Tout à fait. En fait, dans la plupart des territoires nationaux, y compris les DOM historiques, on est plutôt bien équipés. On parle de recyclage, de choses comme ça. Nous, on n'est vraiment pas équipés du tout. On construit des infrastructures de base, des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. Et bien sûr de la ville, en essayant de la concevoir. Par contre, on la construira directement de façon moderne. Oui. Et ça, c'est pas mal, malgré, il faut le dire aussi, un problème de coût, puisqu'il y a des graves problèmes de pauvreté au niveau de la population. Alors c'est un des grands défis de la Guyane, puisque la population augmente très vite, mais elle est également très pauvre, puisque en Guyane, 53% de la population est sous le seuil de pauvreté. Donc il faut trouver... Notre enjeu, c'est pas d'attirer des gens, c'est de mettre un toit sur les têtes des personnes qui aujourd'hui n'en ont pas. Bien sûr. Et c'est un enjeu tout à fait très important. Et même un enjeu de sécurité, puisque finalement la soupape, évidemment, quand on a peu de bâti, ça veut dire que paradoxalement il est très cher, même quand on est pauvre, et qu'il y a donc beaucoup de logements illégaux. C'est ça. En fait, comme il y a une pénurie de logements, nécessairement ça développe de la spéculation foncière, de la spéculation immobilière, de la suroccupation. Et comme il y a quand même la majorité de la population qui ne peut pas payer ça, même ça contribue également à la vie chère, la soupape de sécurité, c'est le logement illégal. On considère qu'il y a il y a pratiquement la moitié des constructions guyanaises qui sont illégales aujourd'hui. Ouais, et on le rappelle, c'est que cette population a grandi 10 fois plus vite en Guyane qu'en métropole au cours des 10 dernières années. Vous lancez de nouvelles ZAC en format écoquartier. Expliquez-nous ces zones d'activité commerciale. Alors en fait, comme je l'ai dit, nous essayons de construire un territoire comme ça a été fait après la guerre en Europe, mais avec les techniques, le savoir-faire d'aujourd'hui. Donc, en essayant avoir les meilleures pratiques de conception urbaine, oui, les meilleures pratiques écologiques, les meilleures pratiques donc, qui se traduisent, dans notre cas, par le fait qu'on essaie de faire un maximum d'opérations répondant au label des écoquartiers, qui s'adaptent bien en fait en milieu tropical, assez bizarrement.
Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas du tout été conçue pour des milieux tropicaux, mais en fait, le raisonnement, Oui. la façon de travailler pour arriver à une réhabilitation écoquartier fonctionne bien en Guyane, même si évidemment, dans quelques années, on va essayer de l'amazoniser. Je ne sais pas si c'est très correct de le dire comme ça, mais de la tropicaliser en tout cas. En tout cas, les projets sont assez énormes, hein. Deux ZAC livrés de 650 logements voilà, donc, cette année. Et puis, vous avez pratiquement une ZAC comme ça de 1000 logements, format écoquartier, tous les ans, Denis Giraud. Ça, en fait, aujourd'hui, on est sur un rythme, dans le cadre d'une opération d'intérêt national, qui a identifié 24 secteurs d'urbanisation d'intérêt national, donc, et on est sur un rythme aujourd'hui d'une ZAC de peu près de 40 hectares, 1000-1200 logements, 2 écoles, tous les ans, pendant les années qui viennent et l'année passée déjà. Alors voilà pour les besoins, on va dire. On va voir maintenant les moyens. Stéphane Gourou, comment vous travaillez ensemble je crois que ça fait déjà bientôt une dizaine d'années que vous allez régulièrement vous déplacer en Guyane et aider, entre guillemets, avec votre solution, ce territoire. C'est ça, je pense qu'il faut préciser que l'EPFAG est un partenaire effectivement particulièrement important pour Bionatix, hein. C'est un partenaire qui a su dès le départ innover aux côtés de Bionatix, donc qui nous a porté et qu'on a assisté donc, dans le déploiement d'un certain nombre de solutions de visualisation. Oui. Alors l'EPFAG, effectivement, comme on le comprend, a de nombreuses opérations d'aménagement et l'objectif c'était vraiment de déployer des solutions qui permettent à la fois de visualiser ce que vont devenir ces quartiers, d'avoir une capacité à les présenter à la population, d'avoir des capacités également à pouvoir intégrer dans ces projets tous les enjeux liés aux opérations d'aménagement. Donc on va nous déployer des solutions qui vont permettre de visualiser les projets venant des promoteurs, les aménagements d'espaces publics et également les équipements publics qui viennent des collectivités elles-mêmes. Et puis après, on va déployer des solutions qui vont aider aussi à la commercialisation de ces projets. Et l'EPFAG nous a accompagnés dans un certain nombre d'innovations. Notamment, on a réalisé ensemble des innovations vers le web. Et plus récemment, l'EPFAG nous a accompagnés également dans le déploiement de solutions nouvelles que Bionatix mettait sur le marché, qui est d'aller vers de la maquette plus collaborative. Effectivement, et ces maquettes numériques, hein, c'est vrai que vous avez modélisé finalement les territoires. Alors évidemment, quand on zoome, on voit vraiment les flux, les quartiers, ce que ça va devenir en dynamique. C'est bien sûr perdu au niveau d'un océan de verdure, mais c'est extrêmement saisissant quand on le voit. Pour vous, Denis Giraud, quel intérêt justement de projeter visuellement une maquette numérique? Ça aide pour les projets que vous réalisez? C'est extrêmement important puisque la culture, on va dire, de la concept de la fabrique de la ville en fait est très peu présente en Guyane. Quand il y avait 60 000, 100 000 habitants sur 9 millions d'hectares, si vous voulez, c'était quand même pas la priorité. Aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, d'économie de foncier également, donc on conçoit des vraies villes, mais il faut les visualiser. Alors, les visualiser à la fois pour les élus, pour qu'ils prennent la pleine mesure de ce que sera leur ville plus tard, mais également pour le commun des mortels, tous les habitants, qui permettent de voir et de voir avec une maquette où on se projette comme si on y était au ras du sol, en hauteur, à gauche, à droite, etc. Ça permet de visualiser aussi l'intégration des quartiers, puisqu'on ne fait pas des villes nouvelles, mais on fait quand même des quartiers nouveaux. 40 hectares, ça commence à être un quartier assez important, et voir l'intégration des quartiers dans le tissu urbain existant, visualiser les flux, pouvoir mieux estimer, je sais pas, la distance aux écoles, etc. C'est un outil qui, dans tout ce qui est concertation publique, négociation, présentation des projets, est pour nous tout à fait irremplaçable. Ça permet justement de lever peut-être certaines réticences, de se projeter visuellement. Oui, et puis également de tester éventuellement des hypothèses alors c'est pas tout à fait en temps réel, mais on peut tester des différentes hypothèses de forme urbaine, des hypothèses de schéma de desserte, d'installation d'espaces verts ou d'espaces publics à tel endroit ou tel autre, et de voir de façon sensible ce que ça va donner. Justement, quelles sont les prochaines étapes pour vous, Denis Giraud, gestionnaire, vous travaillez avec les gestionnaires de réseau, vous intégrez les données BIM notamment à travers cette maquette? La prochaine étape, je pense, au-delà de continuer bien sûr la visualisation, c'est de pouvoir anticiper davantage l'appréhension fine des quartiers avec les permis de construire, par exemple intégrés dès qu'ils sont déposés, mais c'est aussi l'intégration de la maquette elle-même, de ces données dans les outils numériques de gestion de réseau, dans la gestion, alors pas pour nous en tant qu'aménageurs, mais pour les bailleurs, la gestion dans la gestion de leurs espaces, de leurs bâtiments, de leur maintenance et
le ramassage des déchets, enfin ouais, tout ce qui est intégration en fait dans une chaîne, non pas seulement de conception et de présentation, mais également d'exploitation des espaces urbains qu'on a créés. Stéphane Gogo, on soulève un petit peu le capot de Bionatics, de votre solution. Comment vous arrivez à faire cette maquette qui est plus pratiquement, Denis le disait à l'instant, extrêmement réelle, on se projette dedans. Comment vous collectez ces données? Où c'est que vous les trouvez? Alors Bionatics effectivement ne produit pas de données. En fait, on est plutôt une technologie qui va permettre d'agréger des données qui sont disponibles en open data, donc des données publiques libres. Et la technologie va nous permettre de les agréger et en produire une maquette numérique Oui. à mesure que l'on... Alors évidemment dans des niveaux de définition très variés selon les besoins. Et ça va nous permettre de constituer un socle de base, ce qu'on appelle communément aujourd'hui le jumeau numérique pour le terme consacré. Et ça, on va le développer à l'échelle de tous les territoires. Donc avec l'EPFAG, on avait il y a 10 ans développé la plus grande maquette numérique ou jumeau numérique de France. Sur cette base-là, eh bien, ces socles vont pouvoir être enrichis par des collectivités qui vont elles-mêmes avoir des besoins plus fins dans certains quartiers. Et au périmètre d'opération d'aménagement, comme le peut le développer l'EPFAG, eh bien, on va petit à petit aller dans le plus précis en injectant les données qui sont produites par les bureaux d'études. Hein, donc des plans masse d'aménagement, comme le disait Denis Giroux, ça peut être à terme l'intégration des BIM qui sont produits par les bailleurs ou les promoteurs, de façon à permettre de prolonger le cycle de vie finalement de cette donnée, de ce patrimoine de données numériques, en lui donnant non pas un sens uniquement en lien avec les seuls besoins des bailleurs, mais en prolongeant finalement les usages pour les besoins de la ville et du territoire. Denis Giroux, aujourd'hui, l'enjeu, c'est la pédagogie quand on réalise ces opérations de grande ampleur. Oui, il y a la pédagogie et un des points forts de la maquette numérique de Bionatics, c'est son réalisme. Et son réalisme, pas que sur l'urbain. Le réalisme, notamment de la représentation des végétaux, est extrêmement intéressant puisqu'on visualise les vraies espèces tropicales telles qu'elles sont là et éventuellement comment elles vont pousser au cours du temps. Donc, et ça contribue à pouvoir, au niveau pédagogique, pouvoir mieux faire comprendre les enjeux qu'il y a, mais également le résultat et quand même, globalement, par rapport à ce qui se fait d'habitude en Guyane et ce qui se fait depuis longtemps, l'amélioration radicale de la qualité de vie des gens. Ouais, avec notamment le réseau routier, hein, vous disiez que 95% du territoire est complètement inexistant. inconnu, mais inexistant. à pénétrer. Non, mais il y a un tiers des communes de Guyane qui n'est accessible que par le fleuve. Et quand vous avez des épisodes de saison sèche où il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'accès du tout, par exemple. Ouais. Sauf à imaginer y aller en hélicoptère, mais voilà. Ouais, c'est pas... Alors pour le coup, pour le ramassage scolaire, c'est pas très pratique. Exactement. Stéphane, on se penche sur les prochaines innovations de Bionatics, ici au Forum des projets urbains. L'idée, c'est de connecter encore mieux demain vos données et la plateforme que vous avez déjà connectée. Oui, c'est ça. Alors, il y a deux enjeux pour Bionatics. Il y en a un premier qui est plutôt, on va dire, très contextuel aujourd'hui, lié aux enjeux environnementaux, qui est de pouvoir déployer nos capacités à modéliser aujourd'hui l'effet un peu bioclimatique en fait, des quartiers. Hein. Donc, on a des solutions qui permettent aujourd'hui de simuler les îlots de chaleur urbains et surtout leur devenir en lien avec cette fameuse végétation dont parlait de Giroux, c'est-à-dire on va vraiment tenir compte de la croissance des plantes et de la nature en fait, des revêtements de sol pour aller calculer en fait, l'évolution d'un îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire sa performance au cours du temps. Et on voit que c'est très lié à la végétation, cette renaturation de la ville. Ou alors dans un cadre d'une opération d'aménagement évidemment bien pensée. Après, le deuxième sujet, c'est vraiment de rendre ces maquettes numériques beaucoup plus collaboratives, c'est-à-dire d'avoir une capacité à donner plus de sens, plus de valeur, de dépasser simplement l'étape visuelle pour aller vraiment dans des usages beaucoup plus approfondis de ce patrimoine de données numériques, hein, c'est-à-dire on n'est plus sur de la visualisation simplement de géométrique quelque part, mais on vient donner des fonctions, des usages à cette maquette numérique pour pouvoir servir le territoire et servir finalement le cycle de vie de ce projet urbain qui, une fois est construit, devra vivre. Donc c'est des quartiers qui vont vivre et la maquette numérique, c'est quand même un patrimoine de données qui va servir le territoire, qui peut le servir sur le très long terme.
Ah bah voilà un exemple en tout cas de ce qu'on peut faire avec un jumeau numérique comme on dit, en dynamique, on l'a bien compris. Et c'est vrai qu'aller voir la démo, c'est assez saisissant. Un grand merci Denis Giroux. Je pense que Merci vous êtes beaucoup. peut-être notre invité qui habite le plus loin ou qui a fait le plus de déplacements, 8000 km pour venir nous voir, directeur général de l'EFPAG, l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane. Merci à vous. Merci Stéphane Gourgaud. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Bionatix. Messieurs, à très bientôt dans Smartimo. Merci. Merci. Smartimo, toujours depuis le Forum des projets urbains, 25e édition, direction Seine-Saint-Denis. On va s'intéresser à un projet de régénération urbaine à Noisy-le-Grand avec notre invité Clément Mariotte. Bonjour. Bonjour. Clément, vous êtes directeur de projet programmation urbaine chez Segat et avec vous justement on va s'intéresser au programme Mondest à Noisy-le-Grand. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Segat, vos principales missions? Oui, bien sûr. Segat, c'est une société d'études indépendante qui a plus de 60 ans et dont la vocation est de travailler avec les acteurs du territoire pour les accompagner dans la définition de stratégie foncière, de création de valeurs urbaines, immobilières, sociales, dans un contexte aujourd'hui de grands enjeux environnementaux, de sobriété foncière et de revitalisation économique et culturelle des territoires. Voilà, ce dont on parle beaucoup tout au long de ce forum des projets urbains ici Porte-Maillot. Alors vous êtes intervenu récemment dans le programme Mondest à Noisy-le-Grand. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette opération? Oui, alors on a mené une mission d'un diagnostic tertiaire et commercial pour le Mondest, qui est le 3e parc tertiaire d'Île-de-France. En fait, le Mondest, c'est un quartier fin des années 70, années 80, qui est aujourd'hui, qui a été conçu avec un urbanisme, on va dire, éprouvé de dalles, qui connaît de grandes difficultés d'un point de vue espace public, d'un point de vue urbain, des actifs qui sont aujourd'hui obsolètes et qui ont des vraies difficultés de commercialisation. Et dans ce cadre-là, en fait, avec toute cette complexité d'enjeux, un programme partenarial d'aménagement pour le Mondest a été mis en place avec des acteurs, l'État, l'EPAMarne, la ville de Noisy-le-Grand, le PT Grand Paris Grand Est, pour coordonner un ensemble d'études, définir un plan guide et une stratégie opérationnelle pour redynamiser et rénover le quartier du Mondest. Alors cette dalle un petit peu vieillissante, on va dire, qui correspondait à un projet à l'époque, c'était quoi? Des logements, des bureaux? C'était un ensemble mixte? C'est un ensemble assez mixte. Alors c'est un parc, il a une vocation économique qui est très forte. Oui. Encore aujourd'hui, il a d'abord été conçu comme ça, avec cette vocation économique, mais aujourd'hui, il y a des grands ensembles des ensembles de logements, un ensemble très connu, les espaces d'Abraxas, qui est un patrimoine architectural de l'Île-de-France important, assez emblématique pour le quartier. Mais on a donc une forme de mixité, un centre commercial au centre du quartier, desservi par le RER A. Donc on a un quartier mixte, très, très bien desservi, mais qui aujourd'hui pâtit de difficultés avec ce modèle urbain éprouvé. D'accord. Qu'est-ce que vous avez imaginé justement pour faire évoluer ces actifs? La première chose la plus importante, c'était de maintenir la vocation économique du quartier. Oui. Ça, c'est la première chose. Mais de capitaliser aussi sur ses atouts, je l'ai dit, la mixité, la desserte, qui sont des vrais atouts. Et également de ne pas d'éviter une transformation, d'éviter la table rase et d'essayer d'imaginer une stratégie qui serait dans la transformation progressive des actifs et de la programmation du quartier. Et évidemment de fournir une réponse qui était une réponse aux besoins des acteurs économiques. On a défini 5 leviers. La première chose, c'était de définir un positionnement du parc tertiaire du Mondest par rapport à d'autres ensembles tertiaires d'Île-de-France. C'est un parc tertiaire très généraliste et donc il fallait essayer de lui trouver un positionnement, d'imaginer des filières qui étaient assez porteuses autour notamment des transitions énergétiques, environnementales, sociales, de définir quels produits immobiliers étaient adaptés, Oui.
de définir une stratégie de communication, de marketing territorial pour pouvoir attirer de nouveau, redorer l'image du quartier auprès des investisseurs et des propriétaires. Avec une identité assez forte. Hein. Une identité qui est forte, mais qui aujourd'hui, il y a des difficultés d'une image qui n'est pas très bien perçue pour les investisseurs, parce que d'autres quartiers ont commencé leur rénovation, on a des nouveaux quartiers de bureaux, puis on est dans un contexte pour lequel le bureau, c'est un marché compliqué. Donc il y a un risque de décrochage et qu'il faut réussir à juguler. Ouais, ce vieillissement, effectivement, faire des nouvelles choses. Alors, on a bien sûr des atouts déjà en place, notamment des commerces, une autoroute également. Le défi, c'est d'apporter justement encore plus de mixité. C'est une certaine forme de mixité. D'abord, c'était déjà de bien comprendre le tissu. En fait, le tissu économique est composé. On a des grands comptes qui sont encore là, certains qui vont partir, notamment liés à des exigences par rapport au décret tertiaire, qui fait que les actifs aujourd'hui ne répondent pas à ces exigences-là. Ils sont obligés de partir. C'est un vrai défi. Mais on a beaucoup de TPE, PME, beaucoup de création d'entreprises, une vraie dynamique entrepreneuriale sur le monde Est. Et là-dessus, il faut vraiment capitaliser là-dessus et capitaliser sur cette dynamique-là en offrant des espaces de bureaux qui correspondent à ces besoins-là. C'est également néanmoins quand même rénover certains actifs pour qu'on ait une offre premium, une offre de peut-être attirer d'autres grands comptes, ne pas miser que là-dessus, effectivement, mais il faut imaginer ce genre de choses. Et vous le dites, vous parlez de mixité, effectivement, nous on a imaginé qu'il fallait la rénovation des actifs pouvait se faire aussi par l'accueil de nouvelles activités artisanales, de petites productions en milieu urbain, ce qui serait assez innovant et intéressant et qui permettrait en fait de faire un lien avec cette dynamique et cette optique de recyclage urbain que le monde Est pourrait incarner. Voilà, recyclage urbain, ça sera même un bel exemple, un démonstrateur même pour de futurs projets. Oui, je pense que c'est justement un peu le fil rouge que nous avons suivi ici. Je parlais des parcs tertiaires alentours. L'un d'eux, c'est le cluster Descartes, la cité Descartes à Noisy-Champs, juste à l'est. C'est un centre de R&D. Alors le monde Est ne sera jamais la défense de l'Est parisien, probablement jamais. En tout cas, pas à court terme ni à moyen terme, ni un cluster de recherche et développement. En revanche, il peut être complémentaire notamment de Noisy-Champs, de la cité Descartes, en offrant justement des espaces permettant d'accueillir des entreprises, ces spin-offs d'entreprises qui se développent sur la cité Descartes et qui incarnent justement la green tech, des démarches innovantes en termes de recyclage urbain, d'usage de matériaux plus vertueux du point de vue de l'environnement et de la consommation énergétique. Voilà, des entreprises innovantes, hein, évidemment, qui vont sûrement se diriger donc vers Noisy-le-Grand dans ce grand projet de rénovation urbaine. Merci Clément Merode pour vos explications. Je rappelle que vous êtes directeur de projet programmation urbaine chez Segat et à très bientôt dans Smartimo. Merci beaucoup. Et tout de suite dans Smartimo, on s'intéresse aux prérogatives de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, avec notre invité Kim Chiusano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la stratégie et de l'accompagnement des acteurs à l'ANRU. Petite question préliminaire, quel est le rôle de l'ANRU exactement? Qu'est-ce que vous faites exactement? Quelles sont vos missions? Alors précisément, c'est un opérateur de l'État qui a été créé pour la mise en œuvre de programmes nationaux de rénovation puis de renouvellement urbain, donc à l'échelle nationale, en Hexagone et en Outre-mer. Et du coup, on accompagne des projets locaux de transformation à l'échelle des quartiers qui vont viser la rénovation, la transformation de l'habitat, des équipements publics, économiques, des espaces publics. Bref, des projets urbains à l'échelle de quartier quand ils présentent des dysfonctionnements urbains et une concentration de la pauvreté importante. Le programme qui nous occupe aujourd'hui, le nouveau programme national de renouvellement urbain, c'est 448 quartiers, 12 milliards d'euros d'aide et 50 milliards d'investissements générés grâce à cette intervention. D'accord, vous travaillez en particulier avec les bailleurs sociaux que vous accompagnez? Oui, on accompagne beaucoup les bailleurs sociaux du fait de la concentration du logement social dans les quartiers qu'on accompagne. Mais on travaille surtout avec les collectivités territoriales et notamment les intercommunalités qui sont les porteuses de ces projets de renouvellement urbain d'ensemble.
Très bien. Sur le territoire, il y a des enjeux particuliers, notamment liés au changement climatique. On en parle de plus en plus. Oui, tout à fait. Le besoin est massif partout, mais dans ces quartiers, on a une vulnérabilité climatique qui est plus marquée du fait de la précarité de ces habitants qui va venir accentuer l'exposition aux effets du changement climatique. Donc on a une vraie urgence sociale à transformer l'habitat de ces populations plus précaires, mais aussi à adapter les espaces publics pour lutter contre l'effet de chaleur urbain qui les frappe assez massivement. Vous nous avez dit que vos principaux interlocuteurs sont sur le terrain, sont les collectivités, les bailleurs sociaux. Une question d'actualité, Kim Cusano, c'est vrai qu'avec l'arrivée des municipales, on peut se dire qu'on peut voir certains blocages, certains freins. Est-ce que c'est ce que vous vivez actuellement ? Alors on n'est pas encore en mars 2026, mais évidemment les élections municipales sont toujours un moment fort pour cette agence. En 2014, quand on a lancé le programme, on a discuté avec des exécutifs locaux qui ont en partie été renouvelés en 2020 et qui pourront encore l'être en 2026. Donc ça témoigne du temps long de la rénovation urbaine et l'enjeu pour nous va être que le programme puisse se poursuivre, que les projets puissent être menés malgré ces mouvements politiques au niveau local puisque on a besoin de réaliser cette rénovation urbaine, les habitants en ont besoin et bien sûr qu'il y a des marges d'échange, de dialogue avec les futurs élus, mais il faut que cette politique publique puisse se poursuivre convenablement. Alors ça a défrayé la chronique, mais c'est vrai qu'on parle souvent d'habitat dégradé. Comment vous accompagnez justement les communes qui sont, qui sont confrontées à ces difficultés d'habitat dégradé ? Alors l'ANRU est bien connu pour son intervention sur le logement social. Je l'évoquais Oui. à l'instant, nos quartiers d'intervention historiques, ce sont les quartiers de grands ensembles qui concentrent l'habitat social. Donc historiquement, on dialogue beaucoup avec les bailleurs sociaux pour accompagner la transformation de ce parc social qui est dégradé, qui est indigne parfois. Là où on est moins connu, c'est sur notre intervention sur l'habitat privé. Oui. On intervient à la fois sur des grandes copropriétés dégradées dans ces mêmes quartiers de grands ensembles, mais aussi en centre ancien, avec là une intervention plus diffuse, avec donc des problématiques d'habitat privé qui ne font pas du tout appel aux mêmes mécaniques. Pour cela, on agit en partenariat très fort avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, dont c'est la prérogative, mais avec du coup un savoir-faire qui existe déjà sur le traitement de l'habitat privé dans ces dynamiques de renouvellement urbain plus globales. Une critique qui revient de temps en temps. Vous êtes souvent vu comme le chantre de la démolition. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique ? Une critique qui revient même souvent. D'abord, une réponse par les chiffres. Dès le premier programme, on réhabilitait 2 tiers de logements pour 1 tiers de logements démolis puis reconstruits. Donc une réalité de la démolition qu'il faut nuancer. Dire aussi qu'on avance beaucoup sur la rénovation à la faveur de rénovations plus lourdes, plus ambitieuses. Un chiffre encore, au lancement du PNRU en 2004, on était en moyenne à 8 000 € de coûts de travaux pour un logement. Aujourd'hui, c'est 50 000. Donc, ce qui témoigne de l'inscription dans des dynamiques plus ambitieuses de rénovation lourde de type seconde vie. Et au-delà de ces chiffres qui donnent à voir toute la place de la rénovation dans les projets de renouvellement urbain, dire que néanmoins, il n'y a pas de tabou à avoir sur la démolition, car même si il faut que le mouvement de rénovation s'intensifie, se massifie, il y aura toujours des situations qui nécessitent la démolition et je pense qu'il faut l'assumer et se dire que ça fait aussi partie du modèle de régénération urbaine que chacun appelle de ses voeux. Bien sûr. On termine, Kim Cusano, avec les défis qui vous attendent, notamment pour 2026, avec un 3e programme. Hein, c'est sur la table. C'est ce qu'on espère. Le gouvernement a lancé une mission de préfiguration sur le sujet. Il y a encore du travail dans les quartiers prioritaires en termes de renouvellement urbain. L'Union sociale de l'habitat identifie d'ores et déjà 350 quartiers qui ont des besoins de traitement de ce type. On voit qu'il y a aussi d'autres territoires en besoin de renouvellement urbain. On plaide très fort au sein de l'ANRU et ça a été l'objet d'un rapport en 2025 pour la poursuite et la pérennisation de cette politique publique. Donc on espère que l'État y répondra favorablement. Et ben voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Réponse dans quelques semaines, peut-être quelques mois. Merci Kim Cusano. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de la stratégie de l'accompagnement des acteurs à l'ANRU et à très bientôt dans Smartimo. Merci.